Bonsoir, il est 22h39, vous voyez, je ne chôme pas. Et j'ai visualisé une nouvelle vidéo d'Icaros, Icaros encore, et oui, parce que je ne me lasse pas de l'écouter. Indiscutablement, ce garçon est intelligent. D'ailleurs, c'est ce qu'il a, sa formation et ce qu'il a fait prouve qu'il est déjà intelligent parce qu'il a une maîtrise dans le domaine qu'il exerce dans l'informatique, la sécurité informatique, il est top certainement, il travaille avec des pays anglo-saxons et il a ses références, mais au-delà de ce profil, ça s'entend qu'il connaît beaucoup de choses, qu'il a étudié beaucoup de choses. Alors j'ai vu qu'il était autiste Asperger, ce qui pourrait expliquer un peu ce profil particulier qu'on peut discerner, cette manière de parler, cette précision, une forme d'intelligence particulière, je dirais. Et moi, ça me fascine toujours parce que quand tu vois quelqu'un qui embrasse plusieurs questions comme ça, avec une certaine dextérité, sans être empoulé, sans nous fatiguer. Vous avez des bouquins comme ça, il faut attendre la 100e page pour avoir enfin une petite perle. Donc il faut se taper des heures de lecture pour tomber sur un truc intéressant. Là, on a une synthèse de thématiques qui sont intéressantes. Alors je dis pas qu'on doit être d'accord avec lui. Ça, c'est très important. C'est pas un gourou, c'est pas un maître à penser, mais c'est quelqu'un qui peut nous donner des pistes de réflexion, en tous les cas qui peut susciter des pistes de réflexion sur lesquelles nous pouvons rebondir, réfléchir par nous-mêmes, sans être forcément influencés. Je crois qu'il en parle de la souveraineté personnelle, c'est-à-dire on est souverain. Et ça, j'ai déjà d'ailleurs fait C'est drôle parce que j'ai des thèmes de mes promenades qui sont reprises par lui, sans le vouloir. Et donc, je parle de souveraineté, je parle d'équilibre entre le matériel et le spirituel, je parle aussi dans mes vidéos de cette quête intérieure qui doit passer par nous et non pas par le gourou. Et donc, il est important de construire notre propre opinion, en s'appuyant sur des éléments qu'on a en nous, de discernement, d'intuition. Enfin, on a plusieurs paramètres en nous qui nous permettent de construire notre propre opinion et de donner parfois un paradigme différent, de donner un paramètre, pardon, différent, c'est je veux dire, un paramètre différent, un point de vue qui vient d'un autre côté, parfois s'agissant de la même chose. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous, on est une espèce de boule à multifacettes, et on a la possibilité de voir le même objet avec un angle différent. Et lui, il a son angle, mais nous avons notre propre angle de vue et d'appréciation, et on ne doit pas se laisser influencer. Mais par contre, s'écouter, c'est très important, parce que ça nous permet à nous de nous situer par rapport à ce qu'il dit. Et on peut être d'accord, mais apporter des corrections, apporter des nuances, apporter un point de vue qui éclaire autrement la question. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est très important de ne pas se soumettre à l'autre, de ne pas se soumettre à l'opinion de l'autre. Et c'est pour ça qu'en proposant ces vidéos, je mets en garde contre les gens qui disent « Ouais, formidable, je pense exactement comme lui, tout ça ». Non, vous pensez par vous-même, vous faites votre opinion vous-même, et ce n'est qu'une proposition de réflexion. Et il est là simplement pour apporter, lui, son propre point de vue, sa propre manière de voir, avec toutes les caractéristiques qui composent l'individu, avec tous ces paramètres, je dirais, et voilà ce qu'il en sort. C'est bien,
C'est comme une fleur qui produit un parfum. Mais vous, vous êtes peut-être une autre fleur qui allait produire un autre parfum qui sera tout aussi bon. Vous voyez, et la composition des deux peut être harmonieuse. C'est ça qui est important de comprendre. Donc on ne suit pas l'opinion de quelqu'un, on se la fait soi-même, mais on s'inspire de l'autre pour également chevaucher des questions auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Ça peut aussi nous éclairer, ça peut aussi parfois confirmer certaines intuitions, et à partir de là, c'est du matériel pour nous élaborer aussi notre propre conception du monde, notre propre conception de notre vie, et notre propre existence, notre propre interprétation du sens de la vie et du sens de Dieu, ou du sens du spirituel, ou du sens de l'invisible, etc. Toutes ces questions sont évoquées dans ce que vous allez entendre, et il me semble important de se nourrir de gens de cette qualité-là, et c'est ça que je recherche. S'il m'entend, ben moi j'aimerais bien qu'il se parle à travers ma chaîne, mais je pense qu'il ne verra pas ma chaîne. Et cependant, ça fait partie des gens que j'aimerais interroger, avec lesquels dialoguer, parce que j'en tire quelque chose, moi. On est loin des polémiques, on est loin du... Là, on change de niveau. On voit bien, vous allez voir, on change de niveau. On est on n'est plus dans du bas de gamme, on change de gamme, on monte en gamme. Et c'est ça qui me plaît, moi. Même si je prétends pas être moi-même du haut de gamme, mais je suis attiré par le haut de gamme, plus que par le bas de gamme. Je ne sais pas si vous êtes attiré par le bas de gamme, mais moi j'aime bien le haut de gamme, dans tous les domaines d'ailleurs. Et donc, on va l'écouter. On va écouter tous les extraits que je vous ai sélectionnés. Vous avez l'entretien en complet qui est toujours pareil, en description. La destruction de l'Occident fait partie de ce plan, mais ce n'est pas la seule composante du plan. Il y a une conflagration qui est prévue entre l'Est et l'Ouest, entre Édom et Ishmaël, ou on peut l'appeler entre Osiris et Isis, ou on peut même dire entre les deux piliers du temple de Salomon, entre la religion chrétienne, solaire, la croix représentant les 4 points cardinaux dans l'esprit des occultistes qui imaginent ces choses-là et ces symboles, contre l'islam, la religion lunaire, féminine. Et donc Osiris contre Isis s'autodétruisent pour permettre les émergences du phénix, du fils miraculeux, Horus, le phénix, etc. Et donc, à partir de ces attributs divins, donc est-ce que Jésus ne serait pas venu pour nous libérer de ce virus instillé dans la collectivité humaine? J'ai beaucoup d'estime pour le concept, au minimum, le concept de Jésus et du Dieu d'amour. Ce qui me dérange dans le christianisme contemporain, c'est toutes ces notions qui sont venues sans doute après l'existence avérée ou pas de Jésus. Par exemple, cette notion d'agneau sacrificiel, cette idée de mourir pour nos péchés. C'est le bouc émissaire, c'est l'agneau sacrificiel qu'on sacrifie à Pâques. Enfin, que des tribus de l'âge de bronze sacrifiaient à Pâques, suffoquant sur des superstitions obscurantistes. Et donc, on commet tous les péchés qu'on veut, on est au service du mal, mais une fois par an, on dit que cet agneau-là, innocent et pur, il va porter nos péchés, on l'égorge, et puis on est absous. Ça, c'est pour moi, et je parle en conscience quand je le dis, je trouve ça profondément obscurantiste. Donc, j'aime pas cette notion-là. Donc je sais qu'elle est très présente dans certaines dénominations du christianisme, moins dans d'autres, mais cette idée de mourir pour nos péchés, je trouve ça négatif. Également l'idée du péché originel. S'il y a effectivement un jugement après la mort, moi j'ai bien l'intention d'avoir toutes les pièces au dossier. Quel est le parasite qui nous souffle dans l'oreille et qui nous instigue au péché? Et ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'il y en a un qu'on n'apporte aucune responsabilité. Mais
il faut connaître l'équation totale. J'ai un problème avec la notion de péché originel, avec le rôle qu'on fait porter aux femmes pour ce péché originel. Toutes ces superstitions de l'Ancien Testament, je les trouve obscurantistes. Et donc, je ne sais pas quelle est la nature du péché, de la chute, du parasite, etc. J'apprécie beaucoup l'évangile de Thomas, par exemple, qui est apocryphe, où là, dans ces phrases qui sont attribuées à Jésus, il y a vraiment quelque chose qui relève de la connaissance de soi. C'est cette notion que le royaume de Dieu est en soi, et en se connaissant soi-même, on connaît Dieu. Et donc, si Jésus est quelqu'un qui a existé, et sans doute le cas, et qui aurait dit « cherche en toi et tu trouveras Dieu », et qui a cherché à réformer, à abolir l'ancienne loi obscurantiste, alors oui, j'abonde dans son sens. S'il s'agit est une guerre d'ordre spirituel, et que pour se libérer du mal, il faut chercher à servir le bien et chercher la découverte de soi. Pour se libérer de l'hypnose, il faut d'abord se libérer de la nécessité d'avoir des certitudes, parce que plus on apprend, plus on découvre qu'on ne sait rien. Et donc, cette démarche scientifique qui consiste à chercher, mais avec un émerveillement enfantin, sans prétendre pouvoir jamais détenir la vérité avec V majuscule, à mon avis, c'est indispensable. Il faut reconnaître que la vérité avec V majuscule existe. Elle existe objectivement, elle existe précisément. Et par contre, on ne peut jamais la connaître. Et donc ça pousse à l'humilité. Et j'aime bien ce parallèle que je fais parfois avec les sciences naturelles. Toutes les constantes de la science naturelle, toutes les constantes sont toutes irrationnelles, c'est-à-dire qu'elles sont toutes incommensurables. On ne peut pas les écrire. Pi, phi, racine de 2, toutes les constantes naturelles de la physique sont toutes irrationnelles. On ne peut pas les représenter sous une forme de fraction, et elles ont une quantité de décimales qui est infinie et qui est pas régulière. Donc pi, par exemple, on sait que c'est un point précis dans la nature. On sait qu'il n'est pas ambigu, il existe précisément dans la nature. En revanche, on ne peut jamais le connaître, on ne peut jamais l'écrire, et quelle que soit la façon dont on l'écrit, ça restera infiniment imparfait. Mais c'est vrai, mais sur le script, je crois que cette clé de lecture-là est indispensable pour ne pas tomber dans l'antithèse, de voir que la thèse, c'est le grand méchant virus, l'antithèse, c'est le grand méchant Klaus Schwab, et la synthèse, c'est l'émergence d'un ordre nouveau. C'est 1 + 1 = 3, c'est une sorte de super consensus qui représente la fusion entre la thèse et l'antithèse. Et donc c'est ça ce qu'il cherche à faire. C'est pour ça que j'ai tout de suite caractérisé le Corona Circus. D'abord, je l'ai appelé comme ça, Corona Circus, et puis que je l'ai caractérisé comme une sorte de rituel de couronnement et rituel d'émancipation, de fausse émancipation. Maintenant, c'est beaucoup plus facile à voir, parce qu'on a des héros de la Résistance comme Elon Musk, dont sa mère était une grande prêtresse Illuminati, qui est lui un champion du Pentagone, qui envoie les satellites de l'armée américaine dans l'espace. C'est absolument ridicule de penser qu'il puisse être défenseur de la liberté. Il faut manquer vraiment de rigueur intellectuelle pour pouvoir penser que Elon Musk soit un sauveur. C'est vraiment manquer de rigueur. Ou Trump. Au Trump, évidemment. Et donc, ou Fox News, les Américains qui sont tombés dans le piège de Fox News. Fox News, c'était les défenseurs de la guerre en Irak en 2003, c'est l'empire Murdoch. Mais Fox News était du côté de la vérité, entre guillemets, pendant le Corona Circus. Et donc, il y a beaucoup ensuite de petits exemples. Mais cette idée que le virus vient de Chine, moi j'ai écrit ça, c'était quoi, avril 2020. J'ai dit, mais ils accusent le marché qui est littéralement en face du seul laboratoire, de l'autre côté de la rue, comme s'ils ne pouvaient pas inventer n'importe quoi d'autre. C'est évident que ça va devenir une théorie du complot, c'est évident que ça va être l'antithèse, que les chercheurs de vérité vont se jeter là-dessus et vont dire que c'est une arme biologique en provenance de la Chine. Et donc, il y avait la thèse, c'est l'atterrissage d'une chauve-souris dans de la soupe, l'antithèse, c'est que ça s'est échappé du laboratoire en Chine ou je ne sais quoi. Évidemment, ces deux principes confortent l'idée qu'il y a un grand méchant virus. Et puis, c'est la thèse et l'antithèse. Mais c'est une espèce d'opposition contrôlée au minimum. Et donc, voilà, c'est ce script eschatologique, la destruction des institutions, que les gens soient dégoûtés du système,
qu'on aide les planificateurs centraux à détruire l'ordre existant et qu'on émerge vers un ordre nouveau qui est le leur. Et tout ça, ça relève d'une superstition qui date de l'âge de bronze. J'en suis pas sûr du tout. C'est possible aussi qu'il continue comme ça, et puis qu'il n'y ait pas d'événements majeurs, qu'il n'y ait pas de grosses provocations, qu'il n'y ait pas de troisième guerre mondiale, que ce soit juste une espèce de continuité où il faut en sorte qu'on croit sans arrêt que ça s'effondre, mais ça s'effondre jamais. Et la grenouille continue de bouillir, la température monte petit à petit, et puis un jour on se retrouve dans une sorte de totalitarisme technologico-médical, sans même s'en apercevoir, et qu'il n'y ait pas de gros bouleversements. Donc ça, c'est possible aussi, mais en examinant l'histoire ou ce qu'on croit en savoir, on a quand même l'impression qu'il y a des empires qui tombent, il y a des bouleversements géopolitiques importants qui se produisent, que c'est inévitable, c'est l'ordre thermodynamique des choses, et qui prévoit un nouveau bouleversement qui est dans ce sens-là, d'un nouvel âge, d'un nouveau millénaire, un âge d'or. Alors tu peux nous donner quelques raisons d'espérer. Pourquoi est-ce que tu es optimiste? Quelles sont tes raisons à toi de te lever le matin et puis de poursuivre tes recherches et de continuer à déployer ta conscience? Avant toute chose, il n'y a rien à craindre. Qu'est-ce qu'on risque? La mort n'est pas une fin en soi. On est dans ce rêve magnifique qu'on appelle la réalité. Il y a du bien et du mal. Le bien et le mal existent dans cette réalité, mais il y a quelque chose de plus que ça. Il y a une conscience divine qui existe au sein de tous les hommes. Et donc la façon dont je vois les choses, c'est qu'on est spectateur de cette réalité. Comme dans un rêve lucide, tant qu'à faire, on est là à chercher le bien, à servir le bien et la vertu dans la mesure du possible, avec humilité, mais qu'en fin de compte, il n'y a rien à craindre. Je crois qu'on peut s'abandonner totalement à la providence divine. Tant qu'à faire, puisqu'on est là, jouons et mettons notre imagination, notre temps et notre cœur au service du bien. Le bien et le mal existent dans cette réalité. Le travail, la connaissance, la culture sont vertueux. Il faut trouver un équilibre entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Je ne pense pas qu'il y a de vertu dans le matérialisme pur, comme il n'y a pas de vertu non plus dans la contemplation et l'extase pure et permanente. C'est un juste milieu à trouver entre les deux. Et on peut s'en remettre à la providence, il n'y a rien à craindre. Et tout va bien. Alors, le thème de la providence, j'en parle souvent d'ailleurs. Et c'est drôle parce que j'ai un peu le même discours du coup. Parce que je me dis à chaque fois, il faut s'en remettre à la providence. Quand je parle de réunions, quand je parle de rencontres, quand je parle de projets, je parle de la nécessité de laisser une place à l'improvisation et d'accepter justement à travers l'improvisation que la providence, parce qu'il faut, si on fait confiance à la providence, il faut lui donner un espace. Si tu lui donnes pas d'espace à la providence, elle n'agit pas. Et pour moi, l'espace qu'on peut donner à la providence, c'est justement des moments de non-calcul, c'est-à-dire d'improvisation totale, où là, elle peut s'exercer. Mais pour ça, ça nécessite un entraînement et ça nécessite une disponibilité qu'on n'a pas toujours dans la vie. C'est pour ça que la retraite est une bonne opportunité, parce qu'on a plus de liberté, on a moins de contraintes, et puis il ne faut pas oser, il ne faut pas hésiter à changer nos projets, parce qu'on ne le sent pas, parce que il faut toujours être capable au dernier moment de changer de direction, et de laisser ensuite l'improvisation. En tous les cas, d'avoir des espaces d'improvisation totale, c'est ce que je fais quand je vais sur mon chemin. Je sais, le cadre, c'est le chemin, c'est la sortie, je me couvre, je regarde la météo, je m'habille en conséquence, et puis je m'en vais. Mais rien n'est prévu. Et donc, je laisse cet espace volontairement à l'improvisation, et je me dis peut-être que la providence peut ainsi agir beaucoup mieux que si je prépare un script et que je débite un discours que j'ai préparé d'avance. Même les thèmes, je ne les prépare jamais. Je ne sais pas ce que je vais dire à l'avance. Et le thème se dégage. Je vois qu'il y a une thématique à chaque fois qui est
qui est en relief. Alors elle n'est pas immédiate, mais elle vient au fur et à mesure que je parle. Et je me dis, bah tiens, aujourd'hui, c'est cette thématique-là qui a été abordée. Je ne savais même pas. Dernière fois, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs qui n'a pas eu beaucoup de vues, sur la victimisation. Mais je n'étais pas du tout parti sur ce sujet-là. Et elle est venue comme ça en cours de route. C'est ainsi que les choses se présentent. Et j'aime bien, si vous voulez, c'est pour ça que j'aime tout ce qui est improvisation, parce que l'improvisation permet justement à l'élément providentiel d'agir. On laisse la place à l'autre, c'est-à-dire à la providence, et elle prend les choses en main. Eh bien, ce sera pareil dans mes déplacements et dans ma manière de faire des réunions, c'est-à-dire, oui, on organise, mais sans organiser. C'est-à-dire, on organise, mais on laisse, on prépare pas à l'avance, on fait pas des plans et des programmes et des menus. Tout ça, non, j'aime pas, je déteste. Parce que je sais que plus on prépare et plus on formate les choses, moins la chose est réussie. Si tu laisses pas la place à la providence et donc à l'improvisation, ton truc, il est raté. On le voit pour toutes les fêtes qu'on programme à l'avance, ça ne marche jamais. Les réunions entre copains qui marchent le mieux, c'est les réunions qui sont improvisées. Alors, par rapport à ce que dit Icaros, il faut une forme d'optimisme. Elle parle d'optimisme, les dames, et les dames, bon, sont toujours... Celle qui interviewe n'est jamais très intéressante, c'est l'interviewé qui est intéressant. Alors, les questions, elles sont ce qu'elles sont. Elles parlent de... Est-ce que vous pourriez avoir il prévoit la guerre, et ensuite... lui, il prévoit une guerre. Bon, c'est une hypothèse, quoi. Mais il en a plusieurs hypothèses, d'ailleurs. Ça nous laisse le choix, en tous les cas. Nous, d'avoir nos propres hypothèses. Moi, je perds pas trop de temps à faire des hypothèses, parce que ça me fatigue et ça sert à rien. De construire des hypothèses sur des choses qu'on maîtrise pas du tout. Je trouve qu'on n'a vraiment pas en mesure, pour l'instant, d'élaborer des hypothèses quand on en est où on en est, au niveau de notre connaissance de l'état profond et de ce qui se trame. Mais bon, c'est toujours, on peut toujours entendre, on peut toujours écouter. Moi, ce que je pense, c'est que ce garçon est encore jeune, donc il parle comme un jeune, et parlera autrement quand il aura 60 ou 70 ans ou 80 ans. Il faut en tenir compte. On ne peut pas parler de la même manière avec cette légèreté, parce que la vie est un rêve, oui, mais enfin, le rêve éveillé, tu sens rien. Par contre, ta vie est un rêve, mais quand tu souffres, c'est loin d'être un rêve, ta souffrance. Donc, là aussi, c'est une image, quoi. C'est une image de parler que cette vie est un rêve, et voilà. On est comme dans un jeu. Non, on est impliqué, on est très impliqué matériellement à travers notre corps. On souffre. Il y a des gens qui souffrent énormément, physiquement. Et le sang existe, les guerres sont affreuses, la souffrance des enfants, la souffrance existe, et c'est loin d'être un rêve. C'est plus un cauchemar, je dirais. Donc on ne peut pas dire qu'on traverse cette vie comme dans un rêve éveillé. Non, là je le suis pas, si vous voulez. Pour moi, le monde dans lequel on est, la dimension, je préfère de parler de dimension que de rêve. Le rêve suppose une forme de légèreté et de d'implication, je dirais, comme dans un jeu vidéo, alors que c'est pas ça, je ne crois pas du tout. Donc vous voyez, j'ai un autre point de vue que lui sur ce point-là, mais il parle de ça parce qu'il passe pas encore par la vieillesse, par la dégradation du corps, tout ça. Il verra quand il va voir son corps se dégrader, tout ça, si la vie est un rêve éveillé. Non, le rêve, il touchera, quand il aura touché de près la souffrance physique, il relativisera et utilisera un autre terme, je pense. Bref, en tous les cas, je vous souhaite une bonne nuit. Il est 23 h et je vais diffuser cette vidéo, le temps d'enregistrer, tout ça, ça sera cette nuit, mais c'est pas grave. Il y a des gens qui ne dorment pas. De toute façon, moi, je travaille 24 h sur 24. Je me couche très tard et tant que j'ai des choses qui m'intéressent, je les publie. Ça peut être, donc c'est pour ça, il y a 10, des fois il y a 4, 3, 4, 5, 6 vidéos. C'est en fonction de ce que je peux voir. J'ai envie de partager, j'ai envie de communiquer et de partager. Pour l'instant, c'est ce qui m'intéresse et qui me captive. Donc c'est pour ça que vous ne vous étonnez pas si des fois je balance des vidéos la nuit, parce que ça m'arrive de travailler la nuit également. Je vous souhaite une bonne nuit, donc éveillez pour ceux qui ne dorment pas. Et à bientôt, à demain.